J'avais réussi à décrocher un rendez-vous entre un décideur de la banque et une start-up. Le jour du rendez-vous, la start-up est arrivée habillée en banquier, le banquier est arrivé habillé en start-up. Ça montre quoi? Ça montre vraiment ils ont envie de bosser ensemble, sauf qu'ils savent pas s'y prendre, ils savent pas comment s'y prendre. Et ça, c'est notre job, ça. Bonjour Fabrice. Bonjour Tim. Ravi de t'accueillir sur le plateau Mindset le média. Merci pour l'invitation. Alors, je dois dire monsieur le maire du Crédit Agricole Village ou alors monsieur nouveau patron de la Banque des entrepreneurs LCL. Tu as changé de vie récemment? Oui, c'est exactement ça. En fait, j'ai lâché l'écharpe de maire du village pour prendre le costume du banquier. Alors, j'ai pas pris complètement le costume aujourd'hui, mais c'est exactement ça. Ouais. Ça fait un mois que j'ai quitté le village BIC à Paris que j'ai dirigé pendant 10 ans. Oui. C'était quoi alors, pour ceux qui ne connaissent pas? Oui, tu as raison, il y en a encore qui ne le connaissent pas. Voilà. Non, il y a 10 ans, j'ai créé le village BIC à Paris, qui est une structure d'accompagnement de start-up, plutôt de start-up B2B. L'idée, c'était d'accompagner ces start-up qui étaient en fin de phase d'amorçage, début de scaling, et de répondre à toutes les questions du comment d'un entrepreneur pour lui permettre d'accélérer son business. À l'époque, les startups étaient un peu moins mainstream qu'aujourd'hui. Oui. Quand on était un grand groupe, on avait plutôt tendance soit à les ignorer, soit à les tuer. Oui. Et là, l'idée, c'était de réconcilier ces deux mondes qui ont une relation un peu particulière du « je t'aime, moi non plus », c'est-à-dire ces deux mondes qui à la fois s'attirent et se rejettent. Oui. S'attirent parce que quand on est une start-up, on a besoin des grands groupes pour développer son business, développer des références, voire même d'avoir des investisseurs. Et se rejettent parce qu'aussi un entrepreneur, quand il se crée, il rêve grand et il rêve de prendre la place du leader sur un secteur. Donc, c'est un peu compliqué quand même dans la tête des grands groupes de se dire « oh, ok, bien sûr, j'ouvre ma porte à celui qui veut prendre ma place ». Donc, c'est cette relation-là. Super. Donc, on va en reparler. Si je reviens à la présentation, Monsieur Marcella, il y a un petit côté italien, Fabrice. Oui. Tu viens d'où? T'es italien? Fabrizio Marcella. Ah. En fait, j'ai du sang italien dans les veines et je suis français également. J'ai la double nationalité. C'est une vraie chance pour moi. D'accord. Mes parents ont immigré lorsqu'ils étaient plus jeunes, comme beaucoup d'Italiens à cette époque-là. Ok. Et voilà, donc je garde ces deux attachements extrêmement forts à ces deux pays qui sont les miens. Et avant ces deux aventures fondatrices dont on va parler, tu as fait quoi quand tu as fait comme études? Tu as commencé par faire quoi? Un petit mot sur le début de ta carrière? Oui, alors déjà, moi je suis un passionné de tech. Et donc dès tout petit, j'avais les premiers ordi, les Amstrad et autres. Excellent. Et pour autant, j'ai eu une très grande frustration, c'est que je n'ai pas fait d'école d'ingénieur. Et donc j'ai cherché au travers des premiers jobs qui étaient les miens, d'essayer de réconcilier le monde professionnel et le monde de la tech. Donc j'ai commencé par des cabinets de conseil. Alors ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai fait moi une formation universitaire. J'avais à l'époque fait un DEA. Alors DEA, c'est un master de recherche aujourd'hui, ça s'appelait comme ça. Donc très loin du monde de la tech, mais c'était quand même un master de stratégie d'entreprise et je m'étais même inscrit en doctorat pour faire un doctorat dont le thème était l'impact des NTIC. Alors les NTIC, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'ancêtre du digital, tout à fait. Sur les organisations. Donc j'avais déjà essayé de faire ce lien-là. Et ensuite, j'ai mené ma barque beaucoup pendant une dizaine d'années dans le conseil. D'accord, des boîtes comme Capgemini, Ernst & Young. Ça avait encore la particule à l'époque. Et d'autres entreprises, d'autres cabinets plus petits, comme Weave Management, qui a été racheté il y a quelques années par OnePoint. Et en fait, moi, ça me permettait finalement d'accéder au sujet de la tech et au sujet de l'orga, puisque j'arrivais dans les entreprises pour les aider à intégrer des projets CRM, des projets de Customer Relationship Management, et j'équipais des vendeurs en outils qui leur permettaient de vendre directement sur leur point de vente. À titre d'exemple, j'ai accompagné peut-être pendant 1 an Antargaz, et j'ai équipé les commerciaux d'Antargaz avec des valises, des mallettes. Excellent. Ils allaient chez les clients, ils dessinaient l'endroit où il fallait installer une citerne sur leur ordinateur et ils leur imprimaient même le contrat que les clients pouvaient signer en direct. Et ça, je dis ça, c'était avant les années 2000. Donc ça date un petit peu. C'est pas la même mobilité et il n'y avait pas de 5G, 4G, même pas de 2G à l'époque. Excellent. Donc, tu vas nous raconter tout ça un peu plus en détail. Merci pour la présentation de Fabrizio. La deuxième question, c'est quoi ta définition du mindset, Fabrice? Le mindset, comment je vais te le définir? C'est vrai qu'on en parle beaucoup, c'est devenu quasiment un terme un peu générique. Mais pour moi, le mindset, c'est la manière dont chacun d'entre nous observons le monde qui nous entoure. C'est la manière dont chacun d'entre nous allons aborder la manière de prioriser, de mener des actions. C'est la façon dont chacun d'entre nous allons filtrer
les priorités, les actions qu'on souhaite mener. Donc, c'est le regard que chacun porte sur le monde qui nous entoure. D'accord, donc le regard que tu vas porter sur le monde qui t'entoure. Et l'ouverture. Alors après, c'est quel est mon mindset ? Ça, c'est un peu différent, mais chacun va avoir son mindset, effectivement. Donc, son regard sur le monde. Et donc, le mindset de Fabrice, c'est quoi ? Alors, quel est mon regard sur le monde ? Quel est mon mindset ? D'une part, c'est de faire preuve d'une grande ouverture finalement au monde qui m'entoure. Mon mindset, c'est de penser que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Mais ça, je ne peux pas le faire seul. C'est-à-dire que j'ai besoin, dans la manière d'approcher le monde de demain, d'être entouré de talents qui vont m'inspirer. Et c'est comme ça que j'ai fonctionné finalement au cours de toute ma vie professionnelle. Donc mon mindset, c'est donc l'ouverture, l'optimisme et l'envie d'aller de l'avant, une forme de posture du déséquilibre avant. Ok, une forme de posture de déséquilibre. Je sais pas si c'est très clair. Non, je sais pas si tu vois le cheval cabré de Ferrari. Alors pardon de cette connotation à une marque italienne qui m'est chère, mais c'est un peu ça en fait. C'est cette idée où on a envie d'aller de l'avant, mais on prend des risques quand on y va. Donc on peut tomber quand même dans cette posture-là. Ouais. Mais c'est surtout de pas rester immobile. Très intéressant. Et c'est marrant parce que tu as jamais monté de société de A à Z ou pas ? Et oui, alors peut-être qu'il me manquait le courage, je sais pas. Mais parce que pour être entrepreneur... ou la folie. Oui, voilà. Il y a une part d'inconscience qu'il faut avoir. Une part d'inconscience. Et cette part d'inconscience a été peut-être pas suffisamment développée chez moi. Mais j'ai toujours été très admiratif des entrepreneurs. Et d'ailleurs, au cours des 10 ans que j'ai passé au village Baïséa, ce qui me nourrissait, ce qui me faisait lever le matin, c'était l'énergie des entrepreneurs. Oui. Et d'ailleurs, je me souviens très bien quand on a démarré, donc c'était en 2014, le contexte économique, il n'était pas très bon. Je me demande si c'était pas proche de celui qu'on a aujourd'hui. Et quand on lisait les journaux, c'était toujours des mauvaises nouvelles qui nous étaient annoncées. Oui. Il n'y a qu'un seul endroit en France où il n'y avait que des bonnes nouvelles, c'était au village, parce que je rencontrais des entrepreneurs extrêmement optimistes qui croyaient dans leurs projets et qui étaient même quasiment missionnaires dans la manière dont ils me le présentaient. Et donc, il y a 10 ans, tu ouvres, c'était le premier village où... Est-ce que tu peux nous redonner un peu quelques éléments de contexte de la naissance du Crédit Agricole Village en France et à Paris, de ton job, et ensuite quelques chiffres clés à l'époque ? Alors, à l'époque, donc il y a 10 ans, les startups n'étaient pas aussi mainstream, la French Tech démarrait à peine ou n'existait pas. Les journaux de référence sur le sujet des startups étaient naissants, je pense à Madines notamment, ou les éco-entrepreneurs. À l'époque, il existait principalement des incubateurs, des lieux qui permettaient de créer, je pense notamment au NUMA, le NUMA qui m'a beaucoup inspiré dans la création du village. Et ensuite, il existait des pépinières d'entreprises où on trouvait des entreprises plus matures et qui venaient s'installer. Mais entre les deux, finalement, il manquait un lieu qui permettait d'accompagner la croissance des entrepreneurs, la croissance des startups, en les mettant en relation avec des grands groupes qui étaient... à l'époque, en phase d'apprentissage de comment fonctionnait une startup. De nouveau, il y avait beaucoup de peur il y a 10 ans des grands groupes vis-à-vis des startups. Et ces lieux, comme celui du village, permettaient d'acculturer, de faire monter tout le monde dans la marque, de faire comprendre à un grand groupe comment fonctionnait une startup et de faire comprendre aussi à une startup comment fonctionnait un grand groupe. C'est bien dans les deux sens. Je comprends. Donc, on a démarré comme ça, rue La Boétie, dans les anciens locaux de l'UMP à l'époque, qui venait de partir. Cet immeuble s'est libéré et ça a été l'occasion pour nous de porter ce projet dans ce lieu qui est en plein cœur du quartier central des affaires de Paris. Oui. D'ailleurs, moi, on me disait à l'époque, mais Fabrice, mais jamais de la vie, tu auras des startups rue La Boétie. Ah oui. Bah oui, tout le monde le sait, les startups, ça se crée dans un garage en banlieue. Donc, il y avait ce mythe-là à l'époque. Et finalement, on n'a jamais eu de difficulté à recruter des startups dans ce lieu. Pourquoi ? Parce que c'est un lieu qui inspire confiance. Quand on est une startup, on se rattache à ce type d'élément qui va laisser percevoir dans le regard de son client ou de son investisseur qu'on est une boîte sérieuse et qu'on va être à la hauteur de la promesse. Je comprends. Et donc, c'était un lieu très rassurant pour les startups. En plus, il était central. Ça permettait à nos startups, et ça permet toujours d'ailleurs aux startups, de faire venir leurs clients et de ne pas être obligés de se déplacer. Et l'autre proposition de valeur qui était la nôtre, c'était de leur permettre très simplement, dans ce lieu, de rencontrer des décideurs de grands groupes sans avoir la nécessité pour ces startups de se déplacer. Donc, elles descendent quasiment en chaussons. Elles sont à la maison, elles descendent, elles rencontrent ces décideurs, elles pitchent leurs projets et dans un certain nombre de cas, ça fit
et ça permet de développer du business, de l'investissement, en tout cas un relationnel que l'un et l'autre choisiront d'établir. Je comprends. Donc une espèce d'écluse entre les grands groupes et les startups pour les aider non seulement à les loger, à les aider, à les conseiller, à les mentorer. Ouais. Donc pas qu'un incubateur, mais aussi une espèce d'écluse et une rencontre d'offres et demandes entre les grands groupes qui ont besoin de ces startups, qui en ont peut-être un peu peur et qui ne savent pas comment s'y prendre, et les startups qui cherchent des clients, c'est ça. C'est un lieu de business et de façon très modeste, je dirais que c'est un mini Vivatech tous les jours. Génial, génial. Et c'est un peu ça, on cherche finalement à provoquer la relation, on cherche à animer le hasard actif, comme lorsque tu déambules dans un salon comme Vivatech, eh bien, tu as des startups que tu as envie de voir et d'autres que tu découvres, et à la fin de tout ça se crée peut-être une relation toute particulière avec l'une ou l'autre. Et c'est un lieu qui a permis aussi pour moi de voir l'évolution de cette relation startup grand groupe. Au départ, elle était très liée à une forme de conduite du changement où l'un et l'autre cherchent à s'apprivoiser. Oui. Donc, on a fait beaucoup de safari startup. C'est-à-dire qu'on avait des grands groupes qui venaient voir. Et on allait dans les étages et on voyait des femmes et des hommes en train de travailler. Et c'était ça, une startup. Et donc, rapidement, les uns et les autres se sont rendus compte qu'on était tous faits de la même manière. Ouais. Par contre, on avait peut-être une culture, on avait peut-être un mindset un peu différent. D'ailleurs, ça me fait penser à une petite histoire. Je me souviendrai, et qui illustre bien ce propos. J'avais réussi à décrocher un rendez-vous entre un décideur de la banque et une start-up. Super. Le jour du rendez-vous, la start-up est arrivée habillée en banquier, le banquier est arrivé habillé en start-up. Tu vois, donc ça montre quoi? Ça montre vraiment, ils ont envie de bosser ensemble, sauf qu'ils ne savent pas s'y prendre. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Et ça, c'est notre job, ça. C'est une super histoire. C'est notre job. Et juste quelques chiffres pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Il y a 10 ans, c'était quoi le Crédit Agricole Village? Et un peu la progression. Et 10 ans après, quand tu t'en vas avec le sentiment du travail accompli. Ouais, quelques chiffres. Le village by CA Paris, il a démarré effectivement il y a 10 ans. On était le seul village. Et très rapidement, au bout de 10 ans, on est passé de 1 village à 47 villages. Alors, si je reviens justement au mindset et à la culture, alors c'était quoi on va dire la culture du Crédit Agricole Village Paris? Comment est-ce que tu l'as définie et comment elle s'incarnait? Alors, déjà, la culture, moi, déjà, comment je vais la définir? Pour moi, c'est l'ADN collectif d'une organisation. Tu D'accord. Vois, donc, c'est sûr qu'on a emprunté une part de l'ADN du Crédit Agricole, qui est une banque qui est sur l'ensemble des territoires, dont la mission, c'est aussi d'animer et de développer l'activité économique de chacun des territoires. C'est une banque mutualiste. Et en fait, on a reproduit quand même ce modèle-là à la fois dans mon job au quotidien, mais également dans le déploiement des villages partout en France. Pourquoi les villages se sont développés partout en France? C'est aussi parce que c'est dans l'ADN du Crédit Agricole que d'être présent sur les territoires au plus proche des entrepreneurs. Pourquoi faire monter un entrepreneur à Paris pour développer sa boîte? Ça n'a aucun sens. Bien sûr. De lui permettre d'accéder lorsqu'il en a besoin à l'infrastructure parisienne, pourquoi pas, mais le laisser sur son territoire pour qu'il puisse développer sa boîte, ça a encore plus de sens. Bien sûr. Donc, et ensuite... donc la proximité. La proximité. L'ancrage territorial. Tout à fait. Et donc cette culture-là, ensuite, le village, notamment parisien, eh bien, elle s'est développée finalement aussi au travers de l'activité qui était la nôtre, au travers des recrutements qui ont été les nôtres. Ce qui fait la force du village, en tout cas du village parisien que je connais le mieux, c'est son équipe. Et on a une culture commune extrêmement forte et qui vise justement à capter l'énergie de chacun, comme le ferait un entrepreneur missionnaire dans la mission qui est la sienne de développer sa boîte pour développer le village. Chaque collaborateur du village, et d'ailleurs c'était pas simple à recruter, hein, des gens qui ont les mêmes valeurs, la même culture, le même ADN que le tien, et on s'est souvent trompé aussi, hein, comme tout le monde. Mais ce qui était important pour nous, c'est que chacun ait un mindset d'un entrepreneur qui vise à développer son activité, mais pour le bien du collectif. Je comprends. Pour finir sur la culture du Crédit Agricole Village, tu as dit proximité. Quels sont les autres points clés? Attention, la culture, c'est ce qu'on attend de toi sans qu'on te le demande. C'est, comme dit notre ami Pierre Gobi, expected behavior. Donc, proximité. Quels sont les autres mots-clés et comment tu les incarnes au quotidien? Comment elles s'incarnent au quotidien? Donc, la proximité, déjà au quotidien, c'est
d'être au plus proche des clients et des entrepreneurs qui étaient les nôtres, pas uniquement partout en France, mais également dans le lieu que je dirigeais. Après, c'était le sens de la relation client, c'était le client avant tout. D'accord. Ça, c'était un élément extrêmement important pour nous. C'était aussi le fait d'être un collectif, c'est-à-dire la partie collective primait sur la partie individuelle. D'accord. Donc ça, c'était la dimension d'entraide. La dimension équipe, dimension équipe, la dimension entraide, l'idée aussi de chasser en meute. Oui. Alors je sais pas si ce terme est positif, mais pour moi il l'est. C'est-à-dire que post-Covid, la seule chose qui nous intéressait, c'était de retrouver cette énergie qu'on créait ensemble. C'est-à-dire qu'individuellement, l'énergie n'existait pas, elle existait parce qu'on était ensemble. Je comprends. C'était aussi l'envie de ne pas rester statique, c'est d'être toujours en plein développement. Alors, à l'inverse, certaines fois, il fallait quand même stabiliser un petit peu. Mais c'était cette envie toujours d'aller de l'avant. Finalement, notre culture commune, donc si je devais la résumer, c'est proximité client, sens exacerbé de la relation client. C'est le client avant tout. D'accord. C'est l'esprit d'équipe et l'entraide. Oui. Et c'est aussi le fait de savoir se remettre en cause. D'accord. Et l'humilité aussi. Voilà, l'humilité, se remettre en cause, le fait d'avoir les clients au quotidien, c'est ce qui est assez rare, parce que nous, on vivait avec nos clients. Eh bien, ça a développé chez nous, effectivement, cette humilité et la nécessité de se reposer toujours la bonne question. Est-ce que ça a du sens pour le client ? Ça n'en a pas, on le stoppe. Je comprends. Et donc ça, c'est un vrai atout, je pense, pour tous ceux et pour toutes celles qui vivent loin de leurs clients. D'accord, ok, très clair. Merci beaucoup. Tu parlais tout à l'heure, c'est intéressant, d'erreurs de recrutement. Qu'est-ce que tu as fait comme erreur en 10 ans dans tes équipes ? Et après, on va parler des gens qui étaient des startups et de leur mindset. Mais toi, quels exemples tu as en tête que tu pourrais nous raconter où tu as appris de tes erreurs en recrutement qui ne devaient peut-être pas être compatibles avec le mindset avec la culture de ton entreprise ? Bien, les fois où on s'est trompé, c'est parce que justement on n'a pas été vigilant à la culture qui était la nôtre, aux valeurs qui étaient les nôtres. C'est-à-dire que quand on a recruté et qu'on s'est trompé, on a focusé principalement sur le track record de la personne, la compétence technique de la personne, le fait que lorsqu'on passe un entretien, elle le passe parfaitement bien. Sans jamais se préoccuper mais est-ce que finalement cette personne partage les valeurs de l'équipe ? Est-ce qu'elle va s'intégrer ? Est-ce qu'elle va jouer équipe ? Et on s'en aperçoit un peu tard, en fait. Bien sûr. On s'en aperçoit pas tout de suite. Et ça, c'est une vraie difficulté quand on est une petite équipe. Là, quand j'ai quitté le village, on était 17. Donc, ça reste quand même petit, très petit même. Et donc, je dis pas que quand on est un grand groupe, chaque personne ne compte pas. Mais là, ça compte encore plus qu'une personne qui ne fait pas le job, en tout cas qui n'est pas dans la dynamique d'équipe. On le ressent davantage. Et on voit tout l'impact que ça sur une dynamique d'équipe. C'est-à-dire que, en tout cas, la personne qui n'adhère pas à la dynamique d'équipe plombe la dynamique d'équipe. Je comprends. Et elle ralentit tout le monde, elle fait perdre effectivement le collectif. Ouais. Et ça, c'est très très dur à vivre, je trouve. Cette difficulté, je l'ai vécue 2 ou 3 fois. 2 ou 3 fois en 10 ans. Okay. Et comment on a essayé de pallier ce problème, et c'est pas simple, on a essayé plein de choses, on s'est dit, c'est que on recrute collectivement. D'accord, ok. Alors, ça veut dire quoi quand je dis ça ? C'est-à-dire sur la partie technique, les experts de la partie technique de la personne recrutée seront là pour nous valider que ça le fera ou ça le fera pas. Ok. Bon, ok. Mais une fois qu'on a fait ça, toute l'équipe rencontrait la personne dans un moment de convivialité. Oui. Alors, ça ne nous garantit pas que ça se passera bien. Néanmoins, au fur et à mesure de ce moment de convivialité, ça pouvait être un déjeuner, ça pouvait être un after-work, naturellement, les masques tombent, les gens se détendent un petit peu, et on essayait de percevoir, et je dis bien on essayait modestement, parce que ce n'est pas notre métier de faire ça, on essayait de percevoir modestement si ça allait le faire ou si on serait plus tard en difficulté avec cette personne. Mais voilà, mais c'était une forme C'était quand même de l'empirisme un peu. Oui, c'est clair, oui. Parce que tu vois, on en parlait avant le début de notre interview sur la compatibilité au-delà des hard skills et des soft skills, du mindset avec la culture de l'entreprise. C'est quand même quelque chose d'assez compliqué que ne font pas les entreprises aujourd'hui. C'est pour ça qu'on existe. Je fais un peu de pub en passant. Mais voilà. Et en plus, non, mais je parle à un spécialiste quand je dis ça. Effectivement, je vois bien que notre méthode est une méthode, comment dirais-je,
très liée au ressenti personnel de chacun. Bien sûr, et subjective. Mais elle n'est pas rationnelle, en tout cas. Elle ne s'inscrit pas dans une méthode. Voilà, mais j'en ai conscience. Ouais. C'est le ressenti. Alors, si maintenant on se penche sur le mindset des entrepreneurs que tu as accompagnés, est-ce que, parce qu'en 10 ans, si tu dis 2600 entreprises accompagnées... J'étais pas seul sur les 2600. Bien sûr. Mais j'en ai vu beaucoup. Quels sont les grands types de mindset que tu as croisés de ces gens qui sont en début d'aventure? Quels sont les mindsets qui t'ont frappé et pourquoi? Alors, ceux qui m'ont frappé déjà positivement. Ouais. J'ai rencontré des entrepreneurs qui, tout de suite, rêvaient grand. Oui, ambition. Donc, c'est l'ambition. Ensuite, ce qui m'a toujours impressionné chez eux, c'est l'audace. C'est le fait d'enfoncer des portes, c'est cette capacité à aller convaincre. J'ai autre élément caractéristique de leur mindset, c'est la résilience. Parce qu'il est vrai que quand on regarde les entrepreneurs de loin, on ne voit que ceux qui réussissent, on ne voit que le côté qui brille. Mais au quotidien, c'est pas ça. Non. C'est pas ça. Et ils ne le montrent pas forcément. Et donc, c'est une école aussi de l'humilité. Tu vois, autre élément aussi qui m'a marqué, ce sont des entrepreneurs qui savent s'entourer. Oui. Et qui savent s'entourer pas uniquement dans l'équipe, qui savent également donner pour recevoir. J'ai un entrepreneur avec qui j'ai noué une relation toute particulière. C'est le patron d'une boîte qui s'appelle Circle. C'est une boîte dans la mobilité. Et lui... il sait toujours répondre présent quand je le sollicite et donc il te donne envie aussi de l'aider, tu sais. Et quand tu l'aides, tu as le sentiment, et peut-être que certaines fois c'est pas vrai, mais tu as le sentiment de vraiment lui apporter quelque chose. Et donc ces retours permanents, ce jeu finalement qu'il a eu avec à la fois avec le village mais aussi son équipe, a permis à cette entreprise de grandir. Donc savoir, pardon si je reformule, savoir s'entourer au-delà de son équipe, avoir une posture d'ouverture et de générosité qui va permettre de s'entourer au-delà de ses collaborateurs, de gens qui comptent pour réussir le projet collectif. Tu as envie de l'aider, quand tu le vois, tu as envie de l'aider, parce que tu dis, ce type est génial, son entreprise est top. Et il a réussi ? Et il est en cours de réussite. Et j'ai failli même un jour lui proposer, mais vas-y, embauche-moi. Je trouve ça génial ce que tu fais, j'adore ce que tu fais. Mais parce que c'est lui qui le porte bien. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand nous on recrutait au village, on recrutait pas uniquement sur le projet, on recrutait sur le mindset de l'entrepreneur, sur la façon dont il allait porter la boîte. Est-ce qu'on croit dans l'entrepreneur ou est-ce qu'on n'y croit pas? Il y a bien sûr, est-ce qu'on croit dans le projet? Mais un projet équivalent, ou même à un projet un peu plus modeste, on préfère prendre l'entrepreneur dont on pense qu'il va réussir et le sublimer que l'inverse. Oui, parce qu'il va pivoter 3 fois. Il va pivoter et puis il va en faire une entreprise incroyable, c'est certain. Voilà, donc ça, ce sont des éléments que j'ai pu percevoir. Aussi d'autres éléments, on a souvent le sentiment que l'entrepreneur prend des risques non maîtrisés, qu'il est prêt à cramer finalement le cash, comme s'il jouait au loto. C'est absolument pas le cas. Les entrepreneurs, et ça fait partie de leur mindset, ils prennent des risques calculés. Oui. Et avec des pertes acceptables. C'est-à-dire qu'à chacun a son niveau de perte acceptable. Bien sûr. Et donc, ça aussi, c'est des éléments, je trouve, extrêmement forts et riches d'enseignements, en tout cas, pour moi, au quotidien, même dans mon job. Je comprends. Tu as des stats sur le nombre de boîtes qui sont allées au tapis en 10 ans sur les 1600? C'est la question qui fâche? Non, c'est pas du tout la question qui fâche. Et d'ailleurs, quand je vais te donner le taux, tu vas pas me croire, on a 90% de taux de réussite, de survie. Mais pourquoi? Mais 90% de taux de survie. Tu vas le comprendre. Tu vas comprendre pourquoi. D'une part, parce que les boîtes qu'on accompagne, c'est des boîtes qui sont en fin de phase d'amorçage, début de scaling. C'est-à-dire tous les crémages de l'idéation-création, on l'a pas eu. C'est des boîtes qui ont 3 ans ou 2 ans 2 ans, 3 ans, qui ont commencé à mettre en marché, qui ont commencé à lever des fonds. Ensuite, là, tu as un taux de mortalité qui est très élevé. Voilà. Ensuite, quand on les accompagne, on va tout faire pour qu'elles réussissent. Oui. Et donc, on va tout mettre en œuvre pour que l'entrepreneur puisse saisir des opportunités qui vont lui permettre de grandir. Donc, voilà, le taux, il peut sembler un peu étrange, mais c'est la réalité qui est la nôtre. Et autre élément aussi, c'est qu'on a quand même des boîtes après 10 ans qui ont même revendu, dont les entrepreneurs ont revendu. Oui. Et ces gens-là, ces entrepreneurs-là reviennent au village, d'une part,
parce que nostalgiques d'un temps passé, tu sais. Oui, je comprends. Ouais. Ils viennent revivre et retrouver leurs sensations d'hier. Ouais. Ça me touche beaucoup quand ils reviennent, parce qu'ils sont contents. On est content de se revoir. On a vécu cette expérience-là ensemble. Je comprends. 2, ils reviennent aussi pour donner du temps et investir dans les boîtes qu'on accompagne aujourd'hui. Ça, c'est give back, comme on dit. Voilà, et c'est un signe de confiance aussi sur la qualité des boîtes qui sont aujourd'hui au village. Et d'autres viennent recréer et s'installent au village. C'est super sympa. Et donc, c'est notre économie circulaire. Génial. Et je trouve ça génial. Ouais. C'est une vraie communauté. Et d'ailleurs, dans le mindset entrepreneurial, cette entraide et aussi le côté communautaire, je trouve ça génialissime, quoi. Et de se sentir dans cette communauté, c'est un élément que j'avais peur de perdre sorti du village. Je comprends. Alors avant de parler de l'autre aventure, est-ce que tu peux me citer un exemple ou deux, ou trois, enfin ce que tu veux, de culture d'entreprise dans les boîtes, dans les startups que tu as croisées, qui t'ont marqué et peut-être qui ont réussi et tu l'avais senti parce que tu avais senti une culture d'entreprise forte? J'ai encore une fois envie de te parler de Circle. Ouais, ok. Alain, donc son fondateur, est arrivé au village. Il était seul dans sa boîte. La culture d'entreprise qui est la sienne, il a essayé de quoi quel est l'ADN qu'il a essayé de diffuser aux personnes qu'il a recrutées. C'est d'une part cette ouverture nécessaire à l'autre. 2, c'est comment je tire parti de toutes les expériences qu'on me propose, donc savoir saisir des opportunités au sens noble du terme, parce que souvent ça peut être connoté négativement, mais c'est vraiment toutes les fois on m'offre un service, comment je fais pour en tirer parti, et ça vraiment l'ensemble de l'équipe, et ils sont une 50aine aujourd'hui, sont câblés comme ça. Autre élément aussi important, c'est comment j'arrive à aider les autres entrepreneurs qui sont autour de moi. Donc cette entraide, elle est certes ancrée même dans les collaborateurs de l'entreprise, mais également vis-à-vis des autres. De l'extérieur. Donc, parce qu'ils pensent que le fait d'aider les autres va pouvoir l'aider également, d'une façon ou d'une autre. Il y a un retour positif finalement de cet investissement. Et autre élément, je ne sais pas comment on peut l'exprimer, mais c'est un entrepreneur qui dit toujours oui. D'accord. C'est par principe, c'est oui. C'est oui, il fait confiance, on y va, je t'aide. Je suis parti du village, je lui dis tiens, est-ce que tu peux prendre un peu de ton temps? Et son temps, il est quand même assez restreint, rare, voilà. Pour me dire, voilà, comment toi, t'as réussi, comme je suis arrivé dans le monde de la banque, je voulais connaître son expérience à lui dans son rapport avec les banques. Et il n'était pas obligé de le faire, mais il est dans ce rapport-là permanent d'enseignement et de transmission vis-à-vis des autres, ce qu'il a fait vis-à-vis de moi également. Et moi, je ne fais pas partie de la boîte pour autant. Et donc ça, ce que j'ai pu percevoir, c'est que quand on rentre dans les bureaux de Circle, beaucoup de monde que je ne connais pas, mais je ressens exactement cette sensation-là chez chacun d'entre eux. De générosité, d'ouverture, d'avoir envie de participer, d'être présent lorsqu'on les sollicite. Et ça, je pense qu'à la fois dans le recrutement... C'est là où il faut poser des questions, filtres, pour être sûr que les valeurs soient vraiment incarnées au quotidien et poser les bonnes questions dans le recrutement, au-delà des hard skills et des soft skills. Voilà, je pense que dans le recrutement, il y a un effort particulier qui est fait, d'une part, et d'autre part, lui-même s'attache à montrer l'exemple et à véhiculer. Parce que finalement, la culture, c'est aussi quelque chose qu'on doit enseigner, à mon avis, aux nouveaux arrivants. Si on veut créer cette dynamique collective, cette énergie qu'on va avoir ensemble, cet alignement d'énergie entre les collaborateurs, c'est aussi à lui de la transmettre et de la partager. Tout à fait. Et je pense qu'il le fait bien, ça. Donc ça, c'est un bel exemple. Est-ce que tu aurais un contre-exemple avec une ou deux boîtes qui sont allées au tapis parce que c'était écrit qu'il y avait un problème Je ne citerai pas le nom de la boîte. Néanmoins, c'est une boîte que j'ai croisée au village. L'entrepreneur était un entrepreneur... très honnêtement, c'était un génie, quoi. C'est-à-dire que vraiment intellectuellement, et le projet qu'il portait, il le portait extrêmement bien. D'accord. Mais il n'avait pas du tout cette posture où il était humble, proche de son équipe. C'était quelqu'un qui se faisait appeler président par ses collaborateurs. Bon, ok, tout est dit, quoi. Et c'était quelqu'un qui, par exemple,
lorsque sa boîte grandissait, en fait, donc au sein d'une structure d'accompagnement comme le village, chaque start-up a ses espaces. Et après, il y a des espaces communs comme des salles de réunion qu'on va réserver pour pouvoir. Bien sûr. Et bien lui, dans les salles de réunion communes, il allait installer ses équipes, mettait des postes fixes, sans se poser la question de savoir si ça allait gêner d'autres, et en revendiquant le fait que c'était le meilleur et qu'il avait besoin d'espace pour grandir, quoi. Mais ça, c'est pas possible. Et ces sentiments-là, c'est de l'arrogance. Ça a généré énormément de turnover dans la boîte. Oui. Et je pense que ça a généré énormément de turnover chez les clients aussi, parce que une boîte bien alignée, des collaborateurs heureux, ça se ressent chez les clients, et inversement et dans l'expérience client. C'est terrible. Voilà, donc, et pour autant, pour autant, sa boîte continue à exister, continue à grandir. Il a eu des investisseurs qui lui ont fait confiance. Voilà, donc, mais voilà, c'est pas du tout le type d'entrepreneur dont j'en ferai la promotion. Je comprends. Ok. Il est à côté du système et pas dans. Ok, je comprends très bien. Donc une énorme page se tourne. Est-ce qu'on a trouvé ton remplaçant ? Oui. Tu peux le. Mais bien sûr. Il a un prénom et un nom. Il s'appelle Emmanuel Papadacci. Ok. Il a eu un parcours à la fois au sein du Crédit Agricole, à la Fédération nationale du Crédit Agricole et chez LCL. Il a eu un parcours également à l'externe. Il est allé notamment chez KPMG pour mener des missions de conseil. D'accord. Avant de rejoindre le village, c'est lui qui dirigeait la Fabrique Baïséa. La Fabrique Baïséa, c'est un start-up studio du Crédit Agricole. Donc, il a tous les atouts. Il a tous les atouts pour continuer à faire grandir le village. Je suis parti confiant. C'est bien, c'est bien. Et comment tu définirais en quelques mots son mindset par rapport à toi, parce que ça va influencer sur la future culture d'entreprise du Crédit Agricole Village. Ouais, je pense qu'il a une culture, il a un mindset très orienté client, ça c'est certain. Et il a une très grande ouverture également à l'innovation, à son environnement, une très grande ouverture aussi au dialogue avec l'équipe. C'est quelqu'un qui est empreint d'innovation, comme moi, il a envie d'innover, mais une innovation peut-être un peu différente, c'est certain. Oui. Et je sais qu'il met des gens pratiquent tout ça dans le village. Je pense que c'est aussi une personne qui va être très très proche des entrepreneurs de par le passé qui a été le sien. Donc je pense qu'il a un super mindset. Pour pouvoir continuer à faire grandir le village, son équipe, ses clients, ses startups. D'accord, ok, donc une belle histoire à suivre avec un autre patron. Alors si maintenant on parle de ta nouvelle aventure, c'est quand même un cap. Raconte-nous, là c'est vraiment from scratch comme on dit dans le jargon. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé refais-moi le pitch comme on dit. Je venais de fêter mes 10 ans de village, donc c'est quand même une page qui se tourne. 10 ans, c'est un cap. Bon, il n'y a pas eu une année qui a ressemblé à la précédente et chaque nouvelle année était meilleure que la précédente. Toutefois, lorsque le directeur général du LCL m'a présenté le projet qui était le sien, qui était de monter la banque des startups chez LCL et de diriger cette banque des startups, c'était comme une révélation pour moi. Je comprends. J'ai eu un déclic. Il y a eu un alignement de planètes. J'étais mûr, en fait, pour pouvoir aller construire une nouvelle aventure. De nouveau, moi, dans mon mindset, c'est l'ouverture, c'est la posture de déséquilibre avant, c'est l'optimisme, c'est croire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et en fait, dans le projet qu'il me proposait, ça cochait toutes ces cases-là. Je comprends. Il était important pour moi de rester dans le monde de l'entrepreneuriat. Oui. Et en fait, le projet qu'il m'a proposé, c'est exactement ça, sur un autre sujet, c'est vrai, qui est l'accompagnement cette fois-ci par une banque. Donc là, on parle plus. Oui, alors c'est quoi la banque des startups ? C'est quoi la banque des startups ? Ouais. La banque des startups, c'est une banque qui cherche à accompagner les startups de la création à l'amorçage, du passage à l'échelle, à l'expansion. Je comprends. Et donc, c'est vraiment toutes les phases du cycle de maturité. Comme un Conto, par exemple, aujourd'hui. Ah, mais que fait Conto aujourd'hui ? Pour moi, c'est une banque. Est-ce qu'ils sont banques ? Ils sont banques, mais ils ne font qu'une seule chose. Ils te permettent d'ouvrir un compte. Oui. Moi, je suis pas venu pour ouvrir des comptes. D'accord. Je suis venu pour accompagner la croissance des boîtes en les accompagnant toutes les fois où c'est possible dans le financement de leur croissance. C'est bien ça mon sujet. D'accord. C'est pas. Alors bien sûr, il y aura des comptes. Donc on est bien dans le financement et l'accompagnement. L'accompagnement. Et donc on a déjà, on est en train de construire et on va être opérationnel dans quelques temps, dans très peu de temps, pardon. Mais l'idée, c'est d'accompagner l'entrepreneur sur chacune de ces étapes. Et
l'accompagner également du point de vue du financement de sa croissance. D'accord. Mais c'est aussi travailler sur l'extra-bancaire. Moi, ça fait 10 ans que j'accompagne des entrepreneurs sur plein de sujets. Comment je mets à disposition ce que j'ai appris, ce que j'ai vu, ce que j'ai fait à destination des entrepreneurs les plus jeunes. Par exemple, un truc très simple, hein, c'est comment je me présente à un banquier. Dans la tête d'un banquier, comment ça se passe pour être percutant le jour où j'arrive. Je me souviens qu'au village, on entraînait beaucoup les startups à pitcher face à des investisseurs, mais également à pitcher face à des banquiers, et on ne le fait pas tout à fait de la même manière. Et autant se préparer pour être bon le jour J, le jour qui compte. Mais c'est aussi les accompagner sur comment je permets à ces startups que je vais financer de leur trouver du business avec, pourquoi pas, une mise en relation avec des clients ETI de la banque. Donc, comment je crée ces synergies sur les actifs qui existent aujourd'hui chez SL. Donc, c'est quand même assez hybride. Ah, c'est complètement hybride. Mais la proposition de valeur de départ, on est plutôt dans le financement des startups. C'est accompagner les startups sur toutes les phases de leur croissance, sur le sujet du financement, mais aussi sur le sujet de la mise en relation extra-bancaire pour leur permettre de développer plus rapidement leur business. D'être un peu dans cette prophétie autoréalisatrice grâce à tout ce qu'on va mettre en place. Et peut-être pour te donner une différence avec le village. Le village, on était très focus sur l'accélération au business et très peu sur le financement. Le financement, on allait s'appuyer sur des partenaires pour le faire. Donc là, on inverse. Je serais beaucoup plus sur le financement, mais également, mais à une moindre mesure, sur l'accompagnement du business. D'accord. Quel type de boîte en termes d'âge seed, série A Tu l'as dit, en fait, c'est seed, série A, série B. La banque accompagnait déjà des grosses scale-up. Ils ne m'ont pas attendu pour faire ça. Par contre, mon job aussi, c'est d'aller sur des startups beaucoup plus jeunes. D'accord. Donc, tu vas aller les sourcer ? Alors, pour l'instant, je ne source pas, mais il y a une forme d'appel d'air puisque je suis issu quand même de l'écosystème entrepreneurial. Et donc, quand ça s'est su, j'ai eu des dossiers qui se sont présentés à moi. D'accord. Mais après, mon objectif, c'est aussi, avec l'équipe, j'aurai une dizaine de personnes dans l'équipe, je suis en cours de recrutement d'ailleurs, c'est de m'installer là où sont les entrepreneurs, dans les écosystèmes. Et donc, l'idée, c'est d'animer au quotidien cette relation, d'aller les sourcer, oui, mais un grand nombre vont venir à moi aussi assez simplement. Hein. Et après, tu vas les sélectionner comme un investisseur. Alors, en disant... effectivement, on va regarder. Je ne serai pas seul à sélectionner. L'avantage, c'est que je constitue une équipe aussi avec des banquiers. Donc, c'est notre hybridation à nous, avec nos expériences respectives, qui vont nous permettre de sélectionner les dossiers qu'on va pouvoir accompagner. Et comment tu vas les sélectionner ? Tu as une idée ? Alors, oui, j'ai une idée. En fait, d'une part, on va s'inscrire quand même dans les processus de la banque, même si on est en train de les retravailler pour avoir quand même des conditions d'octroi qui soient adaptées à la problématique d'un entrepreneur. C'est-à-dire que si on ne les fait pas bouger, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, plus qu'hier, on finance davantage. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Donc, c'est plus, cette fois-ci, les critères de sélection de la banque. Et à côté de ça, il y a aussi des critères un peu qualitatifs, extra-bancaires. Est-ce que quel est le mindset de l'entrepreneur ? On y arrive. Quel est son track record ? Qui sont les BA qui sont au capital ? Il ne suffit pas de me dire que tu as Xavier Niel. Si Xavier Niel il met 15 000, là où d'habitude il met 200 000, ça me fait une petite alerte. Peut-être que. Est-ce que l'entrepreneur est accompagné par une structure d'accompagnement ou pas ? Je ne sais pas si tu connais cette stat, mais une start-up accompagnée par un incubateur a 2 fois plus de chances d'exister à 5 ans qu'une start-up qui ne le serait pas. Ça ne m'étonne pas. Non, je ne connaissais pas la stat. Et donc, tu vois, donc tu as à la fois des critères bancaires qu'on est en train de repenser, adapter, personnaliser à la problématique des startups les plus jeunes. Ça, c'est un élément déterminant, avec une organisation ad hoc pour le faire. Et en même temps, on est en train d'y associer également des critères un peu différents qui sont plus liés finalement à des critères qualitatifs de la startup, de l'entrepreneur qui se présente à nous. Je comprends. Et vous avez déjà un budget fixé d'investissement en quelques millions d'euros ou pas encore vous y travaillez ? Oui, et on ne fait pas d'investissement, on leur permet de lever de la dette. Ok, alors ça, nous ne rentrons pas au capital de la boîte. C'est une précision importante. Vous les aidez à lever de la dette. Voilà. Donc, ils vont lever de la dette auprès de la banque. Et si jamais ils sont à la recherche d'investisseurs, ce qu'on va chercher aussi à mettre en place, c'est la possibilité de rencontrer des réseaux de business angels. Pourquoi pas des clients de la banque ? Il y a des clients fortunés de la banque qui peuvent avoir un intérêt à investir dans des startups. Pourquoi pas ? Mais voilà, donc on va les accompagner sur l'ensemble des sujets. Et certains sujets, on sera plus prégnant que d'autres du fait même que c'est notre métier. D'accord.
Donc là, pour l'instant, tu as commencé déjà à recruter ton équipe ou pas encore ? Tu cherches quoi comme type de profil pour t'accompagner ? Alors, faisons un peu de pub. Oui, là je cherche principalement des chargés d'affaires qui ont l'habitude de traiter des dossiers d'innovation, des dossiers portés par des startups sur des sujets d'innovation dont le modèle économique n'est pas connu à l'avance et qui va sûrement être amené à évoluer au fil des années. Donc voilà, des gens câblés comme ça pour pouvoir bien comprendre comment fonctionne une startup et savoir à quel moment il est pertinent de pouvoir la financer ou pas. Ok, très clair, très clair. Et tu vas t'installer où ? Alors, pour l'instant, nous sommes installés 19 boulevard des Italiens et nous sommes en train de regarder la possibilité de s'installer plein temps ou part-time dans des écosystèmes tels qu'un Morning, par exemple, pour être au plus proche des entrepreneurs, toujours dans cette idée, et qui fait partie de ma culture, d'être très orienté client, en proximité, créer de la confiance, d'être au quotidien à côté des entrepreneurs, partager avec eux leurs succès, leurs échecs, leurs joies et leurs peines, d'être là vraiment dans tous les moments qui comptent pour eux. Je comprends. Peut-être un petit mot sur les 2 dernières années ou le contexte actuel qui est quand même beaucoup plus compliqué pour les startups avec l'augmentation à l'époque des taux d'intérêt et les VC qui se sont mis à plus vouloir prêter ou à faire de bridge sur le 2e ou 3e tour de table, enfin un bridge ou à renacler à faire le tour de table suivant. C'est quoi ton analyse aujourd'hui de la situation actuelle et comment tu vois le futur par rapport à ça ? Tous les sujets n'ont pas été traités de la même manière. C'est-à-dire que lorsque tu es une boîte dans l'IA, lorsque tu es une boîte dans la deep tech, lorsque tu es une boîte dans la green tech, on voit quand même qu'il y a encore une traction assez importante des investisseurs sur ce type d'entreprise, notamment parce que ce sont des secteurs qui sont aujourd'hui fortement soit subventionnés ou soit portés également par les dispositifs de l'État. Donc voilà, ça dépend du secteur déjà. Le secteur, il est extrêmement important. Deuxième élément, on a quand même des entrepreneurs qui sont davantage aujourd'hui à la recherche d'une rentabilité court terme pour pouvoir répondre aux nouvelles exigences, ou en tout cas des exigences plus fortes des investisseurs. Et c'est pas un mal, finalement. C'est quand même plus sain. C'est plus sain. Et puis, ce qui est sain, c'est quand même, au final, c'est l'argent du client. C'est ça qui est important. Donc, en fait, on voit des boîtes qui ont réussi à passer le cap parce qu'elles avaient levé suffisamment tôt. Oui. Et ces boîtes-là, elles travaillent plutôt à l'économie qu'à cramer trop rapidement leur cash parce qu'elles savent effectivement que ce sera difficile de relever. Ça, c'est le premier élément. Et puis, davantage de boîtes aujourd'hui, finalement, se tournent également auprès des banques pour faire ces bridges en attendant de temps meilleur pour aller relever et accélérer davantage. Donc, finalement, est-ce qu'on n'est pas dans une période où les choses ont été un back to basic, quoi. On revient dans une forme de gestion en bon père de famille de sa boîte, en attendant des jours meilleurs. Et ça a du bon aussi, je pense, pour toutes les startups qui sont en phase de croissance aujourd'hui. Ouais. Et on va chercher l'argent chez ses clients. Le meilleur argent, ça reste celui du client. Ce qui est quand même un peu plus sain, en effet. En relisant ta biographie, je sais aussi que tu es professeur pour des entrepreneurs. Est-ce que tu peux nous raconter un peu en quoi cela consiste et comment ça t'aide aussi peut-être dans ton activité passée et ton activité future au LCL ? Et tu as raison, ça fait 4 ans aujourd'hui que je suis professeur associé dans un Master 2 Management stratégique et entrepreneuriat à l'Université de Paris-Panthéon Assas. Oui. Et donc, ils ne sont pas encore entrepreneurs, mais ce sont des futurs entrepreneurs. Voilà, ils doivent avoir moins de 25 ans, c'est certain, entre 20 et 25. D'ailleurs, c'est compliqué parce que dans mon job, que c'était au village comme à l'université, tu te vois vieillir parce que tes clients, ils vieillissent jamais en fait. Oui. Parce qu'ils sont toujours jeunes. Donc voilà, mais bon, vrai, blague à part. Mais et donc j'aime transmettre. Ça fait partie aussi de mes valeurs. Et donc j'ai trouvé dans ce job que je fais bien sûr à côté de mon activité habituelle, un moyen de partager l'expérience qui est la mienne auprès de ceux qui ont envie d'entreprendre. Moi, je suis sorti de cette fac.
Et je pense que... Alors, je ne sais plus quand d'ailleurs, ça va être 95, je ne sais plus. Mais j'aurais aimé me lancer à ce moment-là. C'est vrai que ce n'était pas aussi développé, aussi, comment dirais-je, tendance que de créer à l'époque. Il n'y avait pas d'ailleurs, dans les universités, il n'y avait pas de master entrepreneuriat, ça n'existait pas. Bien sûr. Donc tu as envie de leur donner le goût de l'entrepreneuriat et leur montrer qu'on peut apprendre à entreprendre. On peut apprendre à entreprendre. Oui, tout à fait. Et donc, et ce qui est assez intéressant, c'est que je me rends compte que leurs sujets ne sont pas les miens. Mais c'est normal. Alors justement, moi, quand je leur donne des exercices à faire, je dis bon, alors les gars, vous allez monter une boîte qui fait de la crypto, parce que j'avais le sentiment qu'aujourd'hui tous les jeunes étaient sur la crypto. Eh bien, eux, non. Eux, c'est non. On veut faire des boîtes à impact, répondre aux grands enjeux environnementaux aujourd'hui. Donc, très sensibles, en tout cas, au monde qui les entoure et à leur avenir. Et c'est là-dessus qu'ils souhaitent se lancer. Et je trouve ça génial. Je trouve ça génial de chercher à résoudre les grands problèmes du moment parce que c'est le monde qu'on va leur laisser dans quelques Alors, quelques justement, années. Est-ce que leur mindset est très différent des gens que tu as accompagnés qui ont plutôt 35 ou 40 ans ? Eh bien, ils ont un mindset, en tout cas à cet âge-là, où tout est possible. D'accord. Tout est possible à partir du moment où il y a du sens. Okay. Le sens est extrêmement important dans ce qu'ils font. Et le passage dans le monde de l'entrepreneuriat est vécu plus comme une expérience, une étape, pas forcément quelque chose qu'ils développeront sur du moyen-long terme. D'accord. Un peu comme moi, quand je suis sorti de fac, j'ai fait du conseil parce que c'était une manière pour moi de continuer à apprendre. Et là, c'est un peu ça. Et donc, ils sont encore hésitants dans ce qu'ils souhaitent faire, entre rejoindre un grand groupe ou entreprendre. Dans tous les cas, il faut que ça ait du sens. Et autre élément assez drôle, je trouve, parce que s'il y a quelques années, quand je leur demandais qui veut entreprendre, la majorité levait la main. Aujourd'hui, quand je leur demande, la majorité me dit ils veulent intraprendre. Ils veulent devenir des intrapreneurs, c'est-à-dire le meilleur des deux mondes. Je comprends. C'est la sécurité du grand groupe et la liberté d'entreprendre. Je trouve ça assez génial. Toujours pour parler de mindset, Fabrice, est-ce que tu as déterminé en un peu plus de 10 ans quels étaient peut-être les mindsets gagnants des entrepreneurs et ou ensuite des cultures d'entreprise gagnantes? Alors, pas simple effectivement comme question, mais en observant en tout cas, au bout de 10 ans, les boîtes qui ont fonctionné, pas bien fonctionné, je me dis que celles qui avaient un mindset, dont l'entrepreneur avait le mindset d'être extrêmement ouvert sur son environnement, persévérant, résilient, à l'écoute également de son environnement et des conseils qu'on pouvait lui faire, d'avoir un entrepreneur aussi qui, comment dirais-je, savait se remettre en cause, ce qui n'est pas évident, parce que c'est très compliqué d'ailleurs de se dire je me remets en cause, parce qu'en même temps on demande à l'entrepreneur d'être missionnaire et audacieux, contre vents et marées, aller vendre son projet et ne pas écouter lorsqu'on lui dit ça, c'est pas possible, et en même temps de faire preuve certaines fois d'écoute. Donc c'est cet équilibre-là qui est pas simple en tout cas à avoir comme mindset, je trouve, chez l'entrepreneur. Donc je répète, il y a ouverture, audace, persévérance, résilience, capacité à se remettre en cause et qualité d'écoute. Voilà, pour moi, et apprendre de ses échecs aussi, c'est vraiment j'allais dire le duo, non, c'est pas un duo, ça fait beaucoup de critères gagnants, me semble-t-il, mais je ne sais pas si un même entrepreneur peut avoir tout ça, parce que là, moi, je te les cite au travers de ce que j'ai pu voir sur un grand nombre d'entrepreneurs. Mais en tout cas, ce sont ceux avec lesquels moi, je m'entendais le mieux. C'était vraiment ceux qui représentaient ça. Peut-être, tu vois, cette ouverture, j'aimerais l'incarner une dernière fois au travers d'une expérience que j'ai vécue avec un entrepreneur formidable. C'est une boîte qui s'appelle Data & Data. Elle a commencé au village Baïséa avec un produit qui visait à identifier en temps réel tous les produits contrefaits de marques de luxe vendus sur les médias sociaux et sur le web. Je trouvais ça génial. En plus, moi, ça m'a permis de comprendre le sujet même de l'intelligence artificielle. Et lui, donc, il a commencé sur le secteur du luxe. Et à chaque fois que je lui proposais de rencontrer un dirigeant d'un autre secteur, il m'a toujours dit oui. Et à chaque fois qu'il venait, il ressortait de là avec la carte de visite du décideur qui lui proposait de réadapter son outil à un autre secteur. Secteur de la pharma, secteur automobile et des accessoires, des pièces détachées, pardon. Génial. Et donc, tu vois, son mindset, c'est que pourtant, franchement, c'est quelqu'un qui était... C'était quelqu'un de... Enfin, c'est toujours d'ailleurs quelqu'un de brillant. Il s'appelle Zouer, il est brillant. Mais toujours, il fait preuve d'humilité. Et tu te dis, mais attends, mais comment il fait pour être
aussi humble, vu ce qu'il porte comme projet. C'est un projet de dingue. Aujourd'hui, c'est une boîte qui est rentable, qui existe toujours après 10 ans, qui se développe très rapidement et qui a raflé une grosse partie du marché du luxe. D'accord. Voilà. Et donc, et chez lui, j'ai appris beaucoup. Enfin, grâce à lui, j'ai appris beaucoup de choses. En fait, c'est dans ce sens-là. Et on voit bien d'ailleurs que dans le mindset, c'est de se dire, je vais apprendre autant des autres qu'ils vont m'apprendre. Tu vois, c'est cet échange en tout cas donnant. Donc l'entrepreneur qui a compris ça, c'est un entrepreneur qui réussit. Ouais. Et sur les boîtes plus grosses, quand c'est une culture, parce que nous, ce qu'on dit chez Mindhunter, c'est que le mindset du dirigeant va ensuite créer la culture de l'entreprise et va dépasser le mindset du dirigeant. C'est quoi une culture gagnante ? T'as des exemples en tête ? C'est une culture déjà qu'on arrive à transmettre aux autres. Et c'est pas si évident que ça. Non. Parce que quand on fait pas partie des fondateurs, des créateurs, qu'on n'a pas vécu les premières heures de la création de la boîte, quand on arrive après une levée de fonds et donc on est recruté grâce au financement de cette levée de fonds, comment, quand on est un entrepreneur, on inscrit tout le monde dans la même culture, dans la même dynamique pour garantir effectivement que cette énergie collective continue à exister et à faire croître la boîte. Et on a essayé d'expérimenter des choses, nous d'ailleurs. On recommandait souvent aux entrepreneurs qui venaient de lever de passer avec nous une journée au vert où on prenait l'ensemble des collaborateurs qui venaient d'être recrutés et les fondateurs pour retravailler sur une vision commune. Une vision à long terme commune, moyen terme et court terme. Et ensemble, chacun et chacune décider finalement de l'avenir qu'ils souhaitaient avoir en commun. Mais ça se faisait à 30, à 40, à 50. Pour pouvoir justement créer ce sentiment d'appartenance, cette attractivité par la suite de la boîte aussi, parce que la culture, elle est diffusée de génération en génération, ce qui n'est pas le cas, puisque ce n'est pas encore le cas. Mais ça va, c'est proche finalement, cette culture, de ce que va devenir par la suite la boîte, va créer son mythe fondateur. C'est un peu ça. Comment on le partage et on le fait vivre dans le temps. Mais ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est que la culture, au-delà de l'incarner et de la comprendre, il faut être capable justement de la transmettre et de l'expliquer et de la communiquer. Et c'est un vrai sujet. C'est un vrai défi, ça. C'est très compliqué. Et parce que sinon, finalement, tu as une entreprise avec des équipes à deux vitesses. Il y a ceux qui étaient les pionniers, qui étaient là, et puis tu as tous les autres. Il y a les suivants. Il faut embarquer tout le monde. Il faut vraiment embarquer tout le monde, surtout sur des boîtes à très forte croissance où les défis à relever au quotidien sont énormissimes, et il faut que chacun soit bien dans la dynamique collective pour pouvoir réussir. Alors j'aurais une dernière question, un dernier point à voir avec toi. C'est, après toute cette belle expérience, est-ce que tu as un point de vue, un conseil, une suggestion que tu aimerais partager peut-être à ceux qui hésitent à se lancer et qui n'osent pas, ou un autre point que tu souhaiterais partager avec nous ? Non, mais je trouve que la question, elle est très juste, et c'est pour toutes les personnes qui n'osent pas. Et je n'ai pas osé pendant longtemps, en fait. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a tous les dispositifs qui nous permettent d'oser. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà, on enseigne l'entrepreneuriat. On l'enseigne en école de commerce, en école d'ingé, comme à l'université. Donc, on peut trouver des ressources qui peuvent apprendre à faire. Sur le net, ça regorge de plein d'infos également. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on voit aujourd'hui quand même que en France, il y a de l'argent pour permettre aux plus jeunes de démarrer. On peut avoir des subventions, on peut avoir des prêts d'honneur. On a des structures qui accompagnent aussi ces personnes qui osent démarrer. On a des incubateurs gratuits. Et puis ensuite, on a des structures qui permettent d'accompagner la croissance. Donc il y a un dispositif extrêmement structuré qui s'est professionnalisé et qui permet à toutes celles et tous ceux qui aimeraient entreprendre d'oser entreprendre. Donc, et je trouve que même l'échec, on en tire également un enseignement dans l'entrepreneuriat. Donc, pour ceux qui souhaitent entreprendre, osez le faire. En France, il y a toutes les structures, toute la dynamique qui va bien pour le faire. Le monde de l'entrepreneuriat est davantage aujourd'hui compatible également avec une poursuite professionnelle dans les grands groupes. Tout à fait. Avant, on avait peut-être un peu peur en se disant si j'entreprends, est-ce que je serai compatible pour revenir dans un grand groupe? Aujourd'hui, l'entrepreneuriat est valorisé dans les grands groupes. D'ailleurs, on demande aux managers des grands groupes d'être des managers entrepreneurs. Donc, quand vous venez avec ce background-là, c'est extrêmement riche en termes d'enseignement. D'ailleurs, les grands groupes mènent également beaucoup de projets d'intrapreneuriat, c'est-à-dire comment je m'inspire des pratiques des entrepreneurs pour les mettre en interne chez moi. Donc,
il faut y aller. Vraiment, je serais ravi de répondre. Et en tout cas, je le fais souvent de coaching très simple de personnes qui ont envie d'y aller. On peut en parler sans problème. Il faut vraiment y aller. Et moi, je m'y suis épanoui. J'espère que vous le ressentez, mais je m'y suis épanoui dans ce monde-là. Voilà, donc osez. D'accord. Donc, message optimiste complètement. Et plein d'énergie de Fabrice. Aujourd'hui, il faut oser parce que tout est fait en France pour vous permettre d'entreprendre. Et c'est pas parce que vous entreprenez avec quelque chose qui ne marche pas que ensuite vous pourrez pas rebondir dans votre carrière. C'est bien tout l'inverse. Et on fait des rencontres formidables, comme déjà t'avoir rencontré, toi, Tim. Et c'est exactement ça, l'entrepreneuriat, c'est les rencontres. Il faut être ouvert à l'autre, bien sûr. Exactement. Mais c'est des rencontres incroyables. Merci beaucoup, Fabrice. Merci à toi. C'était une super conversation. Si cet épisode vous a plu, merci de nous mettre 5 étoiles sur les bonnes plateformes Mindset le média que vous pouvez retrouver sur YouTube, Spotify et toutes les bonnes plateformes. À très bientôt. Salut. Salut Fabrice.